Dans ce journal, nous vous présentons les candidats à l'élection présidentielle de novembre prochain au Burkina. Ils sont au nombre de 23, 3 femmes parmi eux et 2 d'entre elles se présentent comme candidates indépendantes. Le syndicat national des chauffeurs professionnels se démarque du mot d'ordre de grève de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. Les chauffeurs professionnels estiment que les points évoqués dans la plateforme revendicative ne valent pas donc la peine de tenir cette grève de 96 heures. Et puis enfin, Côte d'Ivoire, la tension monte à quelques semaines de la présidentielle qui aura lieu le 31 octobre prochain. La commission électorale se montre prête, mais de l'autre côté, l'opposition donc reste dans son élan. Elle veut absolument le retrait de la candidature du président sortant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le président du Faso ainsi que d'autres membres du gouvernement se sont inclinés ce soir sur la dépouille du général Ali Traoré, donc, qui est décédé le 28 septembre dernier. Selon le président du Faso, l'homme a joué un rôle important dans la construction de l'armée burkinabé. Une grande perte donc pour le pays. On écoute le président. Nous avons perdu un officier de grande valeur qui, comme je l'ai écrit, a fait preuve dans son activité militaire de rigueur, d'intégrité et qui a apporté également une pierre à la construction de l'armée nationale. Je pense que la nation lui est reconnaissante de cette contribution également qu'il a apportée, puisque vous savez que le général Ali est parti à la retraite et que malgré tout, il apportait toujours sa contribution à l'édification et à la consolidation de notre armée. C'est une grande perte, mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Nous souhaitons qu'il repose en paix. Nous souhaitons à toute sa famille toutes nos sincères condoléances et que ses amis et surtout Dieu leur apporte le réconfort nécessaire pour continuer à vivre justement tout en magnifiant l'image de celui qui est parti. Voilà, merci beaucoup. Présidentielle de novembre prochain, la Commission nationale et indépendante CENI indique avoir enregistré 23 candidatures, dont 3 féminines. La liste des candidats retenus sera bientôt rendue publique, après examen donc par le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, nous vous proposons un portrait croisé de ces 23 candidats, portrait réalisé par Maxime Joël Bambara. Nous avons reçu 23 candidatures. C'est connu depuis ce vendredi 2 octobre. 23 prétendants sont enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Au nombre des 23 dossiers reçus par la CENI, on note 3 candidatures féminines. Il s'agit de celles de Yeli Monique Kam, de Justine Koulidiati et de Korotimi Rachia Goreti. 3 noms, 3 visages, 3 Amazones vraisemblablement méconnus du grand public sur la scène politique nationale. Chef d'entreprise, Yeli Monique Kam place l'éducation au centre de son programme de société. Première femme à avoir déclaré sa candidature sous la bannière du Mouvement pour la Renaissance du Burkina, MRB. Elle est finalement rejointe par Justine Koulidiati, professeure chercheuse en sciences économiques et de gestion à l'université Ouagadougou, par ailleurs spécialiste en prévention de l'extrémisme violent. Korotimi Rachia Goreti, candidate indépendante tout comme Justine Koulidiati, est, contrairement aux 2 autres à sa deuxième tentative, sa candidature ayant été invalidée en 2015 par le Conseil constitutionnel. Des 20 candidatures masculines, Issa Sawargo, conseiller d'intendance scolaire et universitaire, Claude Aimé Tassambedo, docteur en sociologie, Salomon Justin Yamiogo, l'un des fils du premier président Maurice Yamiogo, Abdul Nassira Sanfo, enseignant, Lucien Boyini, Sylvain Salga, écrivain-chercheur, sont les candidats indépendants pour la présidentielle à venir. Ils sont tous à leur première expérience, tout comme le professeur Abdoulaye Soma du parti Soleil d'Avenir, de Do Pascal Sessouma du parti Vision Burkina,
de Yacouba Isaac Zida du MPS, de Ambroise Farama de l'OPA-BF, de Haruna Kindo du MID, de Adama Koulibaly de l'APP Burkindi et de Kadri Désiré Ouedraogo de Agir Ensemble. Ceux que l'on pourrait qualifier d'habitués des élections sont les candidats Boukari Kaboré dit le Lion, Gilbert Noël Ouedraogo, Zéphirin Diabré, Rochmar Christian Kaboré, Taïrou Bari, Ablassé Ouedraogo, qui sont pour la plupart à leur deuxième tentative. Des personnalités du reste bien connues de la scène politique nationale. Edi Komboego, qui est également à sa deuxième tentative, avait vu sa candidature invalidée en 2015. Tous les dossiers de candidature ont certes été reçus par la CENI, mais les candidats devront attendre la décision du Conseil constitutionnel chargé de l'examen et de la validation des différentes candidatures. La liste provisoire des candidats qui seront retenus pour la course est attendue le 10 octobre prochain. Et notons également que l'autorité supérieure de lutte contre la corruption invite les différents candidats à la présidentielle à justifier l'origine et les modalités de mobilisation de la caution de 25 millions de francs CFA. L'institution indique donc dans un communiqué hier que cela fait suite à une interpellation. La même note ajoute que la transmission de la liste provisoire des candidats au Conseil constitutionnel est subordonnée donc à cette vérification. Le syndicat national des chauffeurs professionnels SINACP a animé une conférence de presse ce lundi 5 octobre. Objectif, donner leur avis donc par rapport au mot d'ordre de grève annoncé par l'Union des chauffeurs routiers du Burkina, URCB donc. Pour le SINACP, les motifs avancés par l'UCRB ne nécessitent pas une grève. Mami Kamabou. Le syndicat national des chauffeurs professionnels SINACP refuse de suivre le mot d'ordre de grève de 96 heures de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso, UCRB, prévu pour les jours à venir. La non-mise en application du décret portant gestion des fret en provenance et à destination du Burkina Faso, les tracasseries routières, les taxes de stationnement et l'extrême surcharge des camions, tels sont les points qui suscitent la colère de l'UCRB. Pour le SINACP, cette plateforme revendicative ne mérite pas un mouvement d'humeur. Il propose pour sa part un dialogue entre le gouvernement et l'UCRB. Si nous, les chauffeurs, nous devons faire une grève, bloquer toutes nos frontières parce que le règlement 14 n'est pas respecté, alors les pays où il y a les ports, c'est chargé là-bas pour venir ici. Comment nous on va affermir notre population parce qu'on veut que le règlement 14 soit respecté, or les différents ports continuent à charger. On charge des ports du Tema, de Lomé pour Ouagadougou. Et ces différents pays aussi sont dans l'UMOA comme nous. Et il y aura un temps où ce règlement sera respecté de tous. Donc nous disons pour le moment, allons-y toujours dans la négociation avec l'UMOA, avec les différentes autorités. Je sais que les différents ministres des Transports seront rencontrés par rapport à ça. Les conférenciers du jour proposent également au gouvernement de retirer la gestion du fret à l'OTRAF et de la confier au CBC, Conseil burkinabé des chargeurs. Si le fret est mal géré, que nous les chauffeurs, nous puissions dire à l'autorité, au gouvernement de retirer la gestion du fret entre les mains des transporteurs et le remettre au Conseil burkinabé des chargeurs, qui a pour mission la centralisation et la gestion du fret. Au lieu de laisser la gestion du fret entre les mains des transporteurs, de l'organisation des transporteurs. Quand le CBC gérait le fret dans les temps, il n'y avait aucun problème. Les chauffeurs ne duraient pas parce que c'était bien organisé. Le syndicat national des chauffeurs professionnels SINACP appelle les autorités à prendre leurs responsabilités en ouvrant un dialogue franc pour la satisfaction de la plateforme revendicative de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina Faso. L'organisation Transmed International Assistance au Burkina a lancé ses activités aujourd'hui. Cette organisation sanitaire est installée au sein de l'aéroport international de Ouagadougou. Elle a pour mission d'assurer des services d'assistance médicale d'urgence aux passagers, personnels et usagers de cet établissement. Cette nouvelle disposition sanitaire permettra donc à l'aéroport international de Ouagadougou de s'inscrire dans les normes internationales. On en parle avec Fatima Tanikiema. L'aéroport international de Ouagadougou est désormais doté d'un service d'assistance médicale. Cela est l'œuvre de Timi Assistance BFA, composé de médecins,
D'attachés de santé, d'infirmiers et d'ambulanciers secouristes, l'équipe de ce nouveau service a pour mission la prise en charge urgente d'éventuels malades au sein de l'aéroport. C'est une unité de soins qui est là en permanence, qui est capable de prendre en charge n'importe quelle situation d'urgence. Avec ce que vous avez vu à l'extérieur, un ambilift qui peut aller récupérer un passager au niveau de l'arrivée de l'avion au cas où il ne peut pas descendre, ou bien le prendre pour le mettre dans l'avion au cas où c'est une évacuation. Il y a des ambulances, selon la gravité de la situation, qui peuvent amener le passager vers des soins de services de santé extérieurs. Et comme vous avez vu le dispositif sur place, qui offre l'ensemble des commodités nécessaires à l'assistance en urgence de toute situation qui pourrait intervenir lorsqu'un passager transite au niveau de l'aéroport international de Ouagadougou. Cette nouvelle démarche est en droite ligne avec les dispositions du règlement sanitaire international et les autres exigences réglementaires nationales et internationales applicables aux portes d'entrée tels que les aéroports. Et selon le ministre en charge des Transports, Vincent Dabilgou, cette infrastructure, en plus de contribuer à la certification de l'aéroport, va aussi le rendre plus attrayant. Nous sommes dans une situation où la concurrence est rude. Nous avons besoin d'un aéroport qui répond toujours aux normes et aux exigences de l'OACI. Et c'est pour ça que nous avions tout mis pour que Timi puisse avoir donc, dans notre pays la possibilité donc, de pouvoir avoir un partenariat avec nous pour renforcer donc, notre aéroport dans le domaine de l'assistance sanitaire. C'est important parce que c'est un élément qui va nous permettre de mieux certifier notre aéroport. Nous sommes en train de le faire et c'est un point essentiel de la certification de l'aéroport de Ouagadougou. Mais aussi un point essentiel dans le traitement des passagers. Vous savez aujourd'hui, les passagers, pour passer à Ouagadougou, s'ils savent qu'en passant par là, ils ont un service de santé aéroportuaire efficace, c'est évident qu'ils vont tout faire pour passer et donc transiter par Ouagadougou. Et quand ils transitent par Ouagadougou, ça fait que notre volume, notre nombre de passagers à Ouagadougou s'augmente et ça fait aussi qu'économiquement nous gagnons. Bâti sur une superficie de 76 mètres carrés, ce service d'assistance médicale sera fonctionnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour débuter ses activités, il emploie 12 personnes permanentes et 13 vacataires. La société Timi a également apporté sa contribution dans la lutte contre le Covid-19 en dotant l'aéroport international de Ouagadougou de 2 caméras thermiques ultra-modernes de prise de température. La construction du centre de prise en charge des personnes du troisième âge est encore en cours. On parle de 53% d'exécution des travaux le 1er octobre dernier. La ministre de la Santé et la directrice générale de la Carrefour se sont rendues sur le chantier dont les travaux ont été ralentis par la crise sanitaire. On en parle avec Mami Kamabou. C'est le tout premier centre gériatrique du Burkina Faso en pleine construction. Un centre qui sera entièrement consacré à la prise en charge des personnes du troisième âge. Démarré en novembre 2019, les travaux de ce centre ont connu un retard suite à l'apparition du Covid-19. Malgré cela, le taux d'exécution des travaux est estimé à 53%, un taux satisfaisant selon la ministre de la Santé. La construction de centres pour s'occuper des soins spécialisés des personnes âgées, les personnes du troisième âge, a été un fort engagement de son Excellence Monsieur le Président du Faso, qui, à travers l'axe stratégique de développement du capital humain, a souhaité des soins de santé de qualité pour tous les Burkinabés en toute équité, donc à tous les âges. D'une capacité de 20 lits et bâti sur une superficie de 2 hectares, ce joyau est composé entre autres d'un hall d'accueil, de salles de consultation, d'un laboratoire et d'un service de kinésithérapie. Il est financé par la Carrefour, caisse autonome de retraite des fonctionnaires, à hauteur de plus de 900 millions de francs CFA. Pour le moment, à l'étape actuelle, je crois qu'on aura plus d'une vingtaine de personnes qui pourront être hospitalisées dans ce centre si on s'en tenait à l'état actuel. Mais avec aussi, je dirais, des centaines de personnes qui viendront et qui repartiront chez eux à la maison. Mais sinon, en termes de capacité d'hospitalisation, le centre pourra prendre plus de 20 personnes en hospitalisation selon les infrastructures visitées à ce jour-là. Adama Traoré, vice-président de l'association de gériatrie et de gérontologie du Burkina Faso, salue l'initiative de ce projet. J'apprécie véritablement à sa juste valeur cette initiative et je vois que les travaux avancent
Et je vois que ça sera une réalité bientôt. Donc en tant qu'association, nous soutenons et nous allons accompagner par nos idées. En attendant la fin du chantier, la directrice générale de la Carrefour lance un appel aux entreprises pour la réalisation d'autres infrastructures au profit des personnes âgées. Question de santé toujours, politique de gratuité des soins pour les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. Pour vérifier la mise en œuvre effective, le ministre de la Santé a fait le déplacement de Bobo Dioulasso. Le constat est que la politique est respectée dans cette deuxième ville du Burkina. Correspondance de Joseph Koudougou avec la voix de Fatima Tanikiema. Le 2 mars 2016, le Conseil des ministres consacrait la mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. 4 ans après, où en sommes-nous? Dans un souci de redevabilité, le ministère de la Santé a organisé du 28 septembre au 2 octobre 2020 une visite d'infrastructure avec la presse pour constater de visu l'effectivité de cette mesure et les différentes infrastructures sanitaires. Les régions concernées par cette sortie de presse sont le centre, les Hauts-Bassins et le plateau central. Pour ce qui est de la région des Hauts-Bassins, force est de constater que la mesure de gratuité des soins est bel et bien une réalité. On est rentré ici hier soir. Bon, pour le moment, en tout cas, ça va. Ça va bien même, ça va. Parce qu'ils ont fait césarienne. J'ai vu mon enfant. Moi, je suis content. Sauf médicaments que je n'ai pas eu ça ici. Si ça hier, je savais payer ça là-bas. Mais en tant qu'hôpital ici, je n'ai pas payé médicaments ici. Tout. Même la césarienne, je n'ai rien payé comme 5 francs. Rien. La fréquentation est, j'allais dire, stationnaire, mais vu la particularité, la position du CMA de dos, la fréquentation est encore plus importante. Voilà. Comme je le disais, nous sommes facilement accessibles. Voilà, nous avons un certain nombre aussi de ressources humaines. Nous avons des gynécologues, médecins gynécologues qui font la prestation ici. Donc tout cela entraîne aussi une hausse de la fréquentation. En plus aussi de la gratuité, qui est un autre facteur aussi, qui vient en tout cas entraîner aussi cette hausse de la fréquentation. Donc en plus de la gratuité des soins, il y a les ressources humaines, il y a la facilité d'accès aussi à la structure, qui font que, en tout cas, nous pouvons dire qu'il y a une certaine, en tout cas, hausse de la fréquentation par rapport aux années antérieures. Du centre de santé et de promotion sociale au centre hospitalier universitaire, en passant par le centre médical avec antenne chirurgicale, les dispositions sont prises pour une application effective de la politique de gratuité au Burkina Faso. Du CMA de Do au CHU Souro-Sanou, puis du centre médical de Koumbia, le constat est le même. Tous saluent la mesure qui vient soulager les populations et surtout les couches les plus vulnérables. Nous avons à peu près 500 accouchements par an. Tout est gratuit. Et à peu près 2000 césariennes. 2000 césariennes sans grossesse extra-utérine qu'il faut opérer en urgence. Voilà ce qui est pris en compte dans la gratuité. Depuis l'instauration de la gratuité, je dois dire que c'est une mesure qui a apporté un très grand soulagement, tant au niveau des prestataires de soins qu'au niveau des populations. Concrètement, ce qui est de Koumbia, il faut se dire que les enfants de 0 à moins de 5 ans reçoivent les soins gratuitement, les femmes enceintes. Et depuis le 1er juillet 2020, la planification familiale aussi est devenue gratuite. Après donc 4 années de mise en œuvre, il est indéniable que la mesure de gratuité de soins a une incidence rapide et importante sur la fréquentation des centres de santé. Elle bénéficie à l'ensemble de la population et contribue ainsi à la réduction des inégalités d'accès aux services de santé. Autre chose dans ce journal, The Golden International, la 2e édition s'est tenue dans la nuit du samedi dernier. Elle est également une démarche contributive dans la lutte contre le cancer du sein. Une collecte de fonds a été initiée sur place lors de la soirée donc pour venir en aide aux femmes qui sont touchées par cette maladie. Saint-Ger Kouma et Saoudata Zono. Un défilé de mode international, des speeches et des prestations d'artistes
Ce sont entre autres les activités qui ont marqué cette deuxième édition de The Golden Tea International. À travers cette soirée culturelle, l'initiatrice entend apporter son soutien aux femmes souffrant du cancer du sein. L'innovation majeure de cette deuxième édition reste l'élection de la Miss Ambassadrice. La Miss Ambassadrice qui va, et comme ça, au cours de toute l'année, sensibiliser les femmes à aller faire le dépistage du cancer du sein. Et aussi, sachez qu'elle ne va pas rester à Ouaga. Elle va faire le tour. Bon, si on a les moyens, on pourrait l'amener à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, pourquoi pas, pour qu'elle continue son œuvre. Cette deuxième édition de The Golden Tea International était aussi une tribune de collecte de fonds au profit des femmes et des filles atteintes de cancer du sein. Déjà après la collecte de fonds, on va regarder dans quel hôpital avec l'aide du médecin et qui va nous dire où est-ce qu'on peut trouver le plus de malades du cancer du sein. Et on ira maintenant choisir une de ces femmes ou deux parce que comme vous le savez, les produits coûtent très cher. Et vous avez vu qu'on n'a pas eu beaucoup de monde, donc pas beaucoup de fonds. Donc on va choisir peut-être une ou deux femmes et on va s'en occuper. S'en occuper comment? C'est peut-être lui donner des vivres, pas peut-être, on va lui donner des vivres ou lui apporter quelques soins. Voilà, lui apporter quelques soins. The Golden Tea International 2020 a connu la participation de professionnels de mode du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris en 2021 pour la prochaine édition. Le 3 octobre dernier, journée de l'excellence dans la province du Passoré, meilleurs élèves et meilleurs enseignants également ont tous été récompensés pour leur abnégation dans le travail au cours de l'année 2019-2020. Au total, 12 élèves ont été primés. Image avec Nadine Zongo. La tradition a été respectée dans le Passoré cette année encore. Les élèves et les enseignants qui se sont fait remarquer par leurs résultats scolaires ont vu leur mérite saluer ce 3 octobre 2020 à l'occasion de la journée de l'excellence du Passoré. Deuxième du genre, elle vise à stimuler le corps enseignant et les apprenants. Malgré la situation sanitaire et sécuritaire difficile, la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Passoré enregistre de bons résultats, selon son premier responsable Clément Ouedraogo. L'an passé, on était un peu découragés parce qu'on avait eu environ 45%, ça ne valait même pas la moyenne. Et cette année, nous sommes allés à plus de 60%. Ça veut dire qu'en tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Et malgré même le contexte particulier de la Covid qui est venu, moi je sais qu'en tout cas, il y a eu comme une mobilisation générale de tous les enseignants qui ont abouti en tout cas à ces résultats-là. Les meilleurs élèves des 12 circonscriptions d'éducation de base de la province du Passoré ont été récompensés. Les meilleurs enseignants ont eux aussi reçu des présents pour les efforts consentis. Nous avons sélectionné sur la base des résultats du CP de cette année les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves, on a pris chaque premier de chaque CEP. Il y avait 12 CEP, donc il y a 12 enfants qui sont venus. Ensuite, nous avons reclassé au niveau de tous les enfants les premiers de la province. Voilà, ce sont ces gens que nous avons récompensés tant au niveau des élèves qu'au niveau des enseignants. Mais maintenant, la grosse question qui reste posée, puisque la plupart de ces enfants que nous primons aujourd'hui étaient au CM2, ils ont fait le CP, donc ils passent à une autre étape qui est le post-primaire. Ça fait que ce que nous pouvons faire seulement, c'est inviter les parents d'élèves à suivre leurs enfants, puisqu'ils ne sont plus dans notre créneau. Comme déjà les enfants se sont illustrés positivement, il faut qu'ils prennent les dispositions pour au moins suivre les enfants, pour qu'au niveau du post-primaire, là, ils ne décrochent pas. C'est un effort, c'est salué, mais il faut maintenir. Il faut continuer à être performant parce que c'est comme ça qu'on se construit et qu'on arrive à s'insérer le plus aisément dans la vie. Donc c'est vraiment les inciter à continuer dans cette dynamique car le travail paie toujours. Le travail paye toujours et il faut travailler à maintenir le cap. C'est le conseil des parents à leurs filleuls. Un message très bien compris par ces derniers qui ont d'ailleurs pris de nouveaux engagements.
Nous profitons de cette occasion pour inviter nos camarades à toujours avoir à l'esprit la quête de l'excellence. En étant classés parmi les meilleurs, nous ne devons pas baisser les bras, mais plutôt travailler à toujours améliorer nos rendements. C'est pourquoi nous prenons l'engagement de ne pas décevoir toutes celles et tous ceux qui participent à notre épanouissement. Pour cela, nous demandons à nos parents, à nos enseignants et à toutes les autorités de toujours continuer de nous soutenir afin que demain nous puissions apporter notre pierre à la construction de notre chère patrie. Quant à nos camarades qui ne sont pas distingués aujourd'hui, nous leur demandons de travailler et de suivre les conseils des maîtres. Ainsi, leur tour viendra un jour. Les meilleurs élèves ont reçu chacun des kits scolaires et des vélos. Les 2 meilleurs enseignants, eux, ont été dotés chacun d'une moto. Et les meilleures écoles ont reçu du matériel de travail. À titre spécial, 3 autres bonnes volontés ont été également récompensées pour leurs actions en faveur du système éducatif dans le Passory. La note musicale dans ce journal, Sacré Marley d'Or 2020, l'artiste Diakassa. Il a été désigné hier dimanche au cours de la soirée de cette récompense musicale reggae. À travers cette édition, les organisateurs ont également voulu poser les bases pour des élections apaisées en novembre prochain au Burkina. Image des 7e Marley d'Or donc avec Ami Valion et Adam Khaled Ouedraogo. Marley d'Or 2020, Diakassa. Diakassa a été le meilleur reggae maker de l'année 2019 au Burkina Faso. Ainsi en a décidé le jury de la 7e édition des Marley d'Or. En plus de la plus grande distinction, le Marley d'Or, l'artiste remporte également le Marley du public, le Marley du meilleur concert et celui du meilleur reggae roots. Le Marley du meilleur mécène est revenu au ministre en charge du commerce, Aruna Kabouré. Kalamani, lui, s'est vu décerner le Marley de la révélation. Des trophées d'honneur ont été également attribués à des personnalités et mécènes qui ont œuvré pour la valorisation de la musique reggae. Il s'agit entre autres de Issouf Compaoré, Japress et Kajim de la Côte d'Ivoire. Selon le vainqueur du Marley d'Or 2020 qui s'est fait représenter par son manager, cette distinction est le résultat d'un dur labeur. C'est des sentiments de fierté, c'est des sentiments de joie, c'est des sentiments de reconnaissance avec ces jeunes artistes qui se battent depuis maintenant une dizaine d'années avec ce style qu'il a créé qui s'appelle le balafon reggae, qui a pu mixer le balafon burkinabé au reggae jamaïcain. Il est à son 3e album et aujourd'hui c'est le grand couronnement de tout ce travail qu'il fait entre le Burkina, la France et bien d'autres pays. Actuellement il est à l'île de la Réunion pour continuer toujours à travailler. Et comme pour chaque édition, des difficultés ont émaillé la cuvée 2020. Et pour les organisateurs des Marley d'Or, il faut surtout voir le verre à moitié plein. C'est avec beaucoup de difficultés qu'on a organisé cette année parce que Covid oblige. Et puis bon, hier tout le monde a vu comment la pluie nous a maratapé pour parler terre à terre. Et puis bon, aujourd'hui ça a été une très belle fête. Les artistes sont assurés, le public était bien chaud. Je crois que ceux qui ne sont pas venus ce soir, on manquait vraiment quelque chose de costaud, quoi. Donc vraiment moi je suis très satisfait. Voilà, parce que cette édition on l'a pas fait vraiment pour le blé, on l'a fait vraiment parce que il fallait marquer le coup, quoi. Voilà. En plus des récompenses, les Marley d'Or sont aussi des prestations en live. Et pour cette 7e édition, les mordus de la musique reggae ont vibré au rythme des tubes à succès de Nourat, Ismaël Vitalo, Issouf Compaoré et Ima Ado pour ne citer que ceux-là. Ces derniers ont aussi saisi l'occasion pour rendre un hommage aux forces de défense et de sécurité. Et dans le reste de l'actualité, il est question des élections du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. L'opposition maintient sa détermination à faire retirer la candidature du président sortant. Bien que la date des élections semble impossible à repousser, la commission électorale a d'ailleurs annoncé avoir arrêté donc la liste électorale définitive. Correspondance de Yamba Cabré. Le processus électoral présidentiel pour le 31 octobre est irréversible selon le candidat président sortant Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante a rendu publiques les statistiques sur la liste électorale définitive sans mentionner jusqu'à ce jour un problème technique qui pourrait contrarier son déroulement. À l'issue de ce contentieux, qui du reste a enregistré un nombre significatif de réclamations, 13 307 au total, la commission électorale indépendante est heureuse de vous annoncer qu'elle a arrêté le jeudi 24 septembre 2020 la liste électorale définitive qui servira pour la tenue du scrutin présidentiel
du 31 octobre 2020. Nombre d'électeurs sur la liste électorale 2020, 7 495 082. Nombre d'électeurs en Côte d'Ivoire, 7 397 413. Nombre d'électeurs à l'étranger, 97 669. Dans le camp de l'opposition, c'est plutôt un autre son de cloche. Tu remues l'arbre, tu vois que le fruit s'accroche. Il y en a, ils veulent déraciner l'arbre pour avoir le fruit. Je dis les amis, mollo mollo. Aujourd'hui, le fruit est mûr. Nous sommes rassemblés pour donner le dernier coup de secousse à l'arbre afin que le fruit tombe. Le 10 octobre doit être le tsunami qui va nettoyer la Côte d'Ivoire, qui va assainir la Côte d'Ivoire, qui va libérer la Côte d'Ivoire. Au PDCI-RDA, la désobéissance civile lancée par leur mentor, le président Henri Konan Bédié, au nom de la coalition de l'opposition, n'est pas rangée dans les oubliettes. De 2016 à 2020, le mandat que Ouattara vient de faire là, c'est dans quelle république? Nous allons au stade Houphouët-Boigny le samedi 10 octobre 2020 pour dire au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec le 13e mandat d'Alassane Ouattara. De sa réussite dépendront l'envergure et l'efficacité de toutes les actions pacifiques et non violentes de désobéissance civile que nous allons exécuter jusqu'à la satisfaction totale de nos exigences. Tout comme chez les autres groupements politiques opposés à la candidature du président sortant Alassane Ouattara, il faut assiéger le stade de Félix Houphouët-Boigny dès le 10 octobre prochain pour obtenir de lui son départ de la présidence de la République 1 minute plus tôt qu'1 seconde plus tard. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous pour la suite des programmes sur votre télé. Tout de suite, Sport 3 avec Assami Thiam Touré. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.